Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, premier test, est-ce que vous nous entendez bien? Si des personnes pouvaient nous le dire dans Merci le chat. William, merci Manon. Super. Bon, Super. c'est que le son est OK. Écoutez, on est ravis d'être là avec vous pour le thème de la reprise d'entreprise, un thème qui va être traité en 30 minutes. Donc, on va aller à l'essentiel, on va essayer d'être efficace et d'être simple dans nos explications pour que ce soit facile de compréhension pour tout le monde. C'est un sujet qui est quand même assez dense. Alors, déjà, je suis accompagnée de Julie Delannoy, qui forme les dirigeants au quotidien dans les montages juridiques, montage holding, développement d'activités et dans la croissance de l'ensemble des entrepreneurs. Donc bonjour à tous, Julie Delannoy. Je vais vous présenter Marie Lelieur, expert comptable, fondatrice du cabinet Terre d'entrepreneurs, qui a déjà à son actif plusieurs centaines d'accompagnements dans la reprise d'entreprise. Donc, pour ces 30 minutes, nous allons évoquer l'opportunité du rachat d'une entreprise et ensuite le montage juridique et financier, rachat fonds de commerce ou rachat des titres. Alors, est-ce que ce rachat d'entreprise est une opportunité, le diagnostic préalable pour valider le go? Alors, premier élément du diagnostic, c'est de savoir pourquoi finalement cette session vous est proposée. Alors, il va y avoir plusieurs éléments qu'on va venir regarder. Il va y avoir déjà la raison pour laquelle le cédant vend. Pourquoi le vendeur vend? Il part peut-être à la retraite, il a sans doute un nouveau projet professionnel ou personnel. L'idée, c'est quand même de savoir s'il vend pour les bonnes raisons. Ensuite, il va y avoir des sujets concernant l'activité. S'assurer qu'il n'y a pas une baisse de chiffre d'affaires ou une perte de marché. Un changement réglementaire qui viendrait bouleverser d'un point de vue économique le business model, et puis vérifier la notoriété de l'entreprise, est-ce qu'on n'est pas en ralentissement d'activité. Il va y avoir aussi une question sur le dimensionnement de l'entreprise, est-ce qu'on a des difficultés de recrutement, est-ce que les moyens sont bien mutualisés, est-ce qu'il y a des process qui ont été mis en place, et une réglementation une nouvelle fois contraignante. Voilà, donc c'est vrai que si vous venez nous voir, la première question c'est mais pourquoi cette entreprise est à vendre, en fait, les raisons de cette vente. Et ensuite, on va vite vous demander de nous transmettre les bilans. Alors, on est des femmes de chiffres au passage. On va vous demander de nous transmettre les bilans parce que c'est extrêmement important, généralement les 3 derniers bilans. Alors un bilan, pour vous donner quand même quelques notions, parce que c'est des points que vous pouvez évoquer dès les premiers rendez-vous avec le vendeur. Un bilan, il y a ce que l'entreprise possède à l'actif. Est-ce que l'entreprise doit au passif? Donc, sur l'actif, c'est-à-dire ce que la société possède, lorsque vous vous rendez chez le vendeur, donc il faut se rendre sur le lieu de l'outil de travail, c'est important pour que vous vous rendiez compte des immobilisations, des investissements, parce qu'il y a une déconnexion parfois forte entre le bilan que l'on peut avoir et les investissements qui sont sur le terrain, l'état des investissements que l'on peut avoir et donc la valeur de marché de ces investissements. Après, il y a aussi l'inventaire. Comment est géré l'inventaire? Où ils sont entreposés? Est-ce qu'il y a du vieux stock? Est-ce qu'il y a du stock plutôt récent? C'est important de vous en rendre compte par vous-même en allant sur place. On va aussi vérifier, lorsqu'on va regarder le bilan, la fiabilité du poste client. Parce que oui, c'est des clients en attente de paiement, on va en avoir. Le problème, c'est quand on en a depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. On se dit que c'est plus forcément des clients en attente de paiement. Et donc, ça peut potentiellement être une charge très importante dans le résultat de l'entreprise. Donc, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de retard de paiement dans les clients, de retard significatif, évidemment. Puis après, on va aller analyser le niveau de trésorerie. Est-ce que on est très juste au niveau de la trésorerie à aujourd'hui? Ça veut dire que nous, dans la reprise, il va falloir qu'on prévoie un cash supplémentaire à faire financer pour avoir un petit peu de BFR, enfin de besoin en fondement de trésorerie supplémentaire. Alors, il y a ce que l'entreprise possède et puis il y a aussi ce que l'entreprise doit, le passif. Ça veut dire que l'on va regarder les fonds propres de l'entreprise. Globalement, c'est la somme des rentabilités de la boîte depuis qu'elle est créée. Donc, c'est un très bon indicateur de pérennité et de saine gestion. Après, on a un poste en dessous dans le bilan passif qui s'appelle les provisions. Les provisions, c'est tous les litiges que le vendeur peut avoir avec ses salariés, ses clients, des fournisseurs. Donc, l'ensemble de ces litiges sont normalement inscrits
en provision au passif du bilan. Par contre, évidemment, il faut reposer les questions lorsque vous allez à un rendez-vous avec un vendeur. Analyser le niveau des dettes et des cautions, donc les dettes fournisseurs, donc s'assurer qu'on a bien l'ensemble des dettes dans le bilan, et dettes fiscales et sociales, on va vous recommander de demander un état de vigilance, des attestations de vigilance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les impôts vont écrire que l'entreprise est à jour de ses TVA ou l'entreprise est à jour de ses dettes URSSAF. Alors, un petit focus, Julie, sur la garantie d'actifs et de passifs. Exactement, Marie. Une fois qu'on aura bien identifié les points de vigilance, ça va nous permettre de calibrer finalement cette fameuse garantie d'actifs passifs dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, il s'agit effectivement de pouvoir avoir une garantie vis-à-vis du cédant des dettes qui ne seraient pas encore connues au moment de la reprise. Parce que là, on est dans le cadre d'une reprise totale d'entreprise. Donc, on reprend, comme l'a montré Marie, à la fois l'actif et le passif, ce qui est écrit et ce qu'on ne voit pas. Donc, effectivement, un litige qui pourrait intervenir avec un client ou avec un salarié quelques mois suivant la reprise, il incombe du coup au repreneur d'entreprise. Et du coup, pour se protéger, il est fortement conseillé, voire indispensable, en fait, de mettre en place une garantie d'actifs passifs qui va vous couvrir vis-à-vis du cédant des éventuels litiges qui pourraient intervenir et des éventuelles dettes qui pourraient intervenir après la cession. C'est une clause qui interviendra dans le protocole de cession et qui s'appelle la garantie d'actifs passifs. Alors, effectivement, généralement, le cédant se porte garant et en se portant garant, on va essayer de chercher une garantie. Donc, on va provisionner bien souvent une partie du prix de cession et le libérer au fur et à mesure de la décroissance finalement de la garantie d'actifs passifs. Ou on va demander à la banque, encore plus simple, de se porter elle-même garant pour la garantie d'actifs passifs. Ah, donc globalement, on met des sous de côté pour payer les imprévus. Exactement. Alors après, toujours dans l'analyse des bilans qui vont vous être transmis, il y a l'analyse de la rentabilité de la société et donc des soldes intermédiaires de gestion. Quand vous allez lire le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion avec le vendeur, c'est important de se poser la question, le chiffre d'affaires, il est constitué de quoi? De contrats récurrents ou de contrats ponctuels? Est-ce qu'il y a un effort commercial à faire tous les mois pour aller chercher du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est déjà signé? Et si oui, pour combien de temps? C'est extrêmement important et ça impacte aussi la valeur de l'entreprise. Après, la rentabilité, parce que c'est bien de faire du chiffre d'affaires, c'est bien, voilà, on voit des structures qui ont un chiffre d'affaires significatif, mais faire du chiffre d'affaires pas cher, c'est assez facile, je dirais. Donc, le taux de marge est quand même important, qui se rapproche de ce qui est fait régulièrement dans cette activité. Vous voyez, si par exemple on va avoir un resto qui va avoir 55% de taux de marge mais qui va faire beaucoup de chiffre d'affaires, on va avoir des gros points de vigilance puisque le repreneur ne fera peut-être pas les prix que faisait le vendeur. Enfin, voilà, donc on a ces analyses-là qui sont à réaliser. Après, dans les activités de prestation de services, on ne va pas parler de taux de marge, on va parler d'excédent brut d'exploitation. Globalement, c'est la masse salariale, donc les salaires plus les charges que l'on va comparer au chiffre d'affaires pour voir en fait si on est suffisamment staffé ou pas pour réaliser les prestations vendues. Donc l'analyse de la masse salariale est importante, la pyramide des âges, la composition du personnel, savoir si dans le personnel, il y en a qui ont des clauses de non-concurrence en cas de départ, c'est important que vous sachiez, que vous ayez cette information, et l'analyse de la rémunération des 3 dernières années. Dans les charges fixes, faites très attention aussi à l'ensemble des contrats. Si vous avez un bail qui se termine dans 2 ou 3 ans, il peut être vraiment intéressant de re-signer un nouveau bail pour 7 ans. Je vous rappelle que quand vous allez emprunter, l'emprunt sera sur 7 ans. Donc, avoir des contrats qui calent avec la durée de l'emprunt, c'est, ma foi, presque indispensable. Alors ensuite, on passe aux aspects juridiques. Dans la lignée de ce que tu disais, Marie, s'agissant des contrats, il va falloir effectivement continuer ce diagnostic avec la relecture d'un certain nombre de documents. Effectivement, le bail commercial, parce que comme le disait Marie, on ne va pas s'engager dans une reprise si le bail commercial est l'échéance du bail commercial est très proche. Il va falloir le re-signer. On va aussi s'intéresser au statut et au registre des mouvements pour voir un petit peu comment ça a été constitué, quelles ont été les cessions successives dans l'entreprise. Les conventions réglementées, ce sont les contrats qui lient l'entreprise avec certains gérants ou des proches, et puis les contrats évidemment avec les clients et les fournisseurs, pour voir un petit peu, s'intéresser aux conditions générales de vente, aux durées de résiliation, parce qu'effectivement on pourrait voir des contrats qui sont difficiles à rompre avec un fournisseur et qui nous intéressent pas forcément à la reprise.
Ensuite, on va pouvoir travailler sur la reprise et la forme juridique optimale pour le rachat. Et effectivement, y associer des garanties entre associés et les garanties au profit des financeurs de la reprise, donc des banques, bien souvent. Des banques, tout à fait. Puis après, l'aspect juridique, il y a aussi l'aspect RH. Pas oublier de relire la convention collective. Si vous n'êtes pas du métier, c'est important de connaître les délais de période d'essai, de rupture de contrat. C'est important d'avoir l'ensemble de ces éléments en tête. Relire les contrats de travail, parce que quand vous reprenez une structure qui a parfois 20 ans, les contrats de travail datent, il faut les avoir en tête aussi. Le règlement intérieur, la DUERP, qui remet à jour, par exemple, vos extincteurs dans votre entreprise. Les fiches de paie qu'il faut faire relire et les couvertures mutuelles prévoyance qui est un sujet réel, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques de mise en place de ces contrats qui peuvent avoir des conséquences très lourdes pour le repreneur. Alors, on travaille aussi sur la pyramide des âges des salariés que vous avez repris et allez lister, allez regarder les derniers entretiens qui ont été réalisés avec les salariés. C'est une obligation maintenant, avec le plan de formation qui était prévu pour faciliter aussi la reprise et puis le liant avec le vendeur. Ensuite, on passe donc au montage. La question se pose, est-ce que je fais un rachat de fonds de commerce ou est-ce que je rachète les titres? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effectivement, jusqu'alors, on a abordé cette reprise d'entreprise sous l'aspect reprise de titres, finalement. Mais il y a d'autres options. On pourrait très bien imaginer reprendre le fonds de commerce. Auquel cas, on ne reprend pas l'actif et le passif, comme on le voit ici. On va reprendre simplement un élément de l'actif qui s'appelle le fonds de commerce. Là, on crée une nouvelle société et on rachète un fonds de commerce. Et pour voir un petit peu plus, de façon plus détaillée, ce qui va composer finalement cet élément d'actif, le fonds de commerce, c'est quoi finalement un fonds de commerce? On va racheter uniquement la clientèle, le non commercial, le droit au bail, le matériel, éventuellement les marchandises. Bon, alors ça, le stock, c'est toujours réévalué effectivement au moment de la cession. Et puis, dans les deux cas, de toute façon, on reprend le personnel, c'est une obligation. Vigilance quand effectivement on vous dit que le vendeur se chargera éventuellement de rompre des contrats de travail avant la cession. Tout à fait. Alors, l'achat de fonds de commerce, c'est vraiment à dissocier. Le fonds de commerce, c'est une partie de la société, mais vous pouvez aussi racheter l'entreprise dans sa totalité. Donc, à l'inverse, l'acheteur d'une société peut acheter l'ensemble d'un patrimoine, l'actif, le passif, ce que possède l'entreprise et ce que doit l'entreprise. Donc, la société reste redevable de toutes les dettes qu'il y a eu, que ce soit des redressements fiscaux, URSSAF, contentieux avec des salariés, etc. Et par contre, encaissera l'ensemble des clients qui n'ont pas encore payé à la date de la reprise. Alors ça pose des questions fortes sur la trésorerie au moment de la date de reprise. C'est un calcul, c'est toute une ingénierie financière. Il faut être très précis sur ce sujet pour pas avoir des désagréments lors de la reprise. Donc il y a donc une continuité de la société. Alors, le rachat de fonds de commerce, vous voyez, j'ai mis un petit logo shop. C'est bien pour préciser qu'on est sur les slides. Je rachète le fonds de commerce, donc je rachète la clientèle et un peu de matériel. Donc, sur le rachat du fonds de commerce, il est indispensable de réaliser un prévisionnel financier. Donc, l'objectif, c'est de valider la faisabilité de l'opération, la possibilité pour le nouveau gérant de vivre de l'activité qu'il va reprendre. Quand vous rachetez une entreprise, généralement, cette entreprise n'a pas d'emprunt pour rachat du fonds de commerce. Donc souvent, en fait, vous voyez la rémunération du dirigeant actuel, mais il faut s'imaginer que vous, quand vous allez récupérer l'entreprise, vous devrez aussi payer le prêt et vous payez vous. C'est là où, en fait, on doit être très, très vigilant. Donc, estimer aussi les besoins de financement, parce que parfois, quand on reprend une entreprise, on peut se dire, il y a des travaux qui sont à réaliser, le four va bientôt tomber, plus être fonctionnel, ou les camions, il y en a certains qu'il faut changer, etc. Et donc, et aussi être capable de présenter et de défendre le projet auprès des financeurs. Ensuite, on a donc le plan de financement où on va lister l'ensemble des besoins, de ce dont on a besoin au démarrage de l'activité et ce que l'on va mettre en œuvre, ce que l'on va mettre en face pour payer ces besoins. Donc, ça veut dire soit de l'argent perso que j'ai, soit je dis soit, mais en fait, ça va quand même être un peu obligatoire. Là-bas, on va quand même le demander. Donc, de l'argent perso que vous allez mettre pour financer le projet. Pas mal d'aides de l'État.
lors d'une reprise d'entreprise, on est très, très bien aidé par l'État et après, la banque et ou d'autres solutions, prévendeurs, etc., crédit vendeurs, qui peuvent être actionnées. Voilà, donc l'objectif, évidemment, c'est que les ressources permettent de financer les besoins et la trésorerie de démarrage. Donc, on a la chance, on a un exemple, on vous a mis un exemple à chaque fois. Là, on est sur de la reprise de fonds de commerce. Donc, vous voyez, c'est un fonds de commerce qui est racheté pour 200 000 euros. On a 180 000 euros de clientèle, donc ça s'appelle de l'incorporel, 180 000 euros de clientèle, et 20 000 euros de matériel mobilier. Donc là, pour les 20 000 euros, on sensibilise bien le repreneur à vérifier les éléments sur place, physiquement, papier, crayon, hein, globalement c'est ça. Hein. Et puis aussi, on va l'inciter à se poser les questions sur qu'est-ce que tu voudrais faire de plus, quels sont les travaux, la décoration, etc., l'enseigne que tu voudrais faire. Avec un warning quand même, quand on rachète un fonds de commerce, on rachète une clientèle, donc l'idée, c'est pas non plus de changer toute l'ADN de l'entreprise que vous rachetez, sinon vous risquez de perdre pas mal de chiffre d'affaires lors de la reprise. Et donc, en face de ces investissements, on va avoir les apports. Là, en l'occurrence, dans notre cas, on a de l'apport en capital pour 10 000 euros, en compte courant pour 30 000 euros. On a un prêt d'honneur, un prêt d'État, et puis la banque qui prête, dans notre cas, 225 000 euros. Le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses, ça vous donne un résultat. Donc, c'est l'ensemble des entrées, tout ce que vous payent vos clients, moins les loyers, les assurances, les salaires, etc. Ça vous donne un résultat. Donc là, pareil, on vous a mis l'exemple du résultat, du compte de résultat. Vous avez le chiffre d'affaires avec le taux de marge qui a été inscrit, enfin le pourcentage d'achat lié aux ventes, ensuite les salaires, les charges sociales. Là, en l'occurrence, nous avons la chance d'avoir un employeur qui bénéficie du Pôle emploi, donc il ne se rémunère pas sur la première année 2024. Et donc, on arrive à un résultat de 22 000 euros la première année, 27 000 euros la deuxième et 23 000 euros la troisième. Pourquoi sur 3 ans ? En fait, c'est pour s'assurer du chiffre d'affaires qu'il convient de réaliser, mais aussi et surtout quand vous sortirez du Pôle emploi et que vous devrez vous payer. C'est bien d'avoir un résultat positif, c'est mieux s'il permet aussi de payer l'emprunt, puisqu'en fait, les remboursements d'emprunt, ce n'est pas de la charge. Donc, il faut bien analyser le résultat, il faut laisser un résultat suffisant pour payer l'emprunt. Et ça, c'est une notion que l'on regarde de très près avec les banques pour vous sécuriser tout simplement. Et là, on voit dans notre tableau de capacité d'autofinancement que nous sommes bien toujours avec, on appelle ça un autofinancement net, mais globalement, vous arrivez à payer toutes vos charges, vous et l'emprunt. On va regarder, enfin, on va s'assurer aussi que la trésorerie reste positive. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de présenter un prévisionnel avec une trésorerie négative. Donc, vous voyez, dans notre exemple de rachat de fonds de commerce, on a bien une trésorerie qui reste positive au mois le mois. L'importance aussi de savoir à quelle date je reprends une entreprise. Par exemple, une boutique de cadeaux, le mois de décembre est un très gros mois. La trésorerie risque d'être significative en janvier. Donc, lorsque l'on va faire toute cette ingénierie financière, on va aussi essayer de trouver le meilleur moment où l'on va racheter l'entreprise pour vous. Est-ce qu'on doit faire financer plus de trésorerie ou moins ? Voilà. Et donc maintenant, on passe. Là, on a vu donc le rachat du fonds de commerce, donc une partie de l'entreprise. Et là, on va passer au rachat des titres. Avant de passer sur les exemples de rachat de titres, on est obligé de vous faire un petit focus sur la holding, mais qui va être assez rapide. Je vous inviterai aussi à regarder notre webinaire sur le sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'on va créer une société holding en cas de rachat de titres ? Bon, le montage d'une société holding, j'ai envie de dire, est quasiment incontournable. En fait, là, vous n'allez pas créer une société pour acheter un fonds de commerce, vous allez créer une société pour acheter des titres. Pourquoi créer une société ? Vous n'allez pas vous endetter à titre personnel dans le cadre du rachat d'entreprise. De raison à ça, déjà, on le verra ensuite, fiscalement parlant, ce ne serait pas très intéressant de devoir sortir de la rémunération pour payer un prêt personnel. Et ensuite, il s'agit quand même de créer une barrière juridique entre votre patrimoine à titre perso et la société et le prêt lié au rachat des titres. C'est ce qu'on appelle globalement un montage LBO, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard.
Alors là, on se place dans la position où Julie et Marie identifient une cible. Donc, Julie la brune, Marie la blonde identifient une cible de la société La Vie est Belle et envisagent du coup non pas de racheter le fonds de commerce, on est sur une société de services, mais plutôt là de racheter l'intégralité de l'entreprise avec son ancienneté. On rachète des titres, donc on va créer une société holding. Bon, on crée du coup la société holding JM. L'objectif, c'est qu'elle va contracter un prêt combiné avec les apports de Julie et Marie au sein de la société holding pour racheter les titres de la société La Vie est Belle. Évidemment que la société holding ne génère pas de valeur. La valeur, elle se crée où? Elle se crée dans la société La Vie est Belle. Du coup, pour rembourser le prêt, la société La Vie est Belle remontera les bénéfices, c'est ce qu'on appelle les dividendes, pour rembourser le prêt qui aura été contracté pour le rachat des titres. Et ça se fait aussi facilement grâce au régime mère-fille. Tout à fait, facilement grâce au régime mère-fille, parce que là, en fait, ce qu'on a voulu imager, c'est que tout simplement, l'impôt société ayant été payé au niveau de la société La Vie est Belle, quand on va remonter les dividendes au niveau de la société holding JM, il n'y aura pas de ce qu'on appelle frottement fiscal, c'est-à-dire que les dividendes seront quasiment intégralement exonérés d'impôt société. Donc, on remonte les sommes pour payer le prêt et il n'y a quasiment pas d'imposition sur ces sommes remontées. Exactement. Là, on a fait un exemple un tout petit peu différent, mais il est vrai, on utilise assez souvent. On est deux associés, donc on va plutôt créer deux sociétés holding. L'objectif, c'est quand même de pouvoir, à l'intérieur de notre société holding personnelle, agir sur notre rémunération, mais qu'on dissocie un petit peu nos besoins, et puis envisager d'autres projets ensemble et séparément. Tout à fait. Alors, il est vrai que le rachat de titres nécessite deux prévisionnels. Un premier pour la société d'exploitation, La Vie est Belle dans notre cas, et un deuxième prévisionnel pour la société holding. Donc, je vous ai mis les icônes, ça vous permettra de bien suivre lorsqu'on va vous présenter les exemples très succincts. Donc voilà, comme le disait Julie, l'intérêt de la création d'une holding, d'une coquille, c'est d'éviter de l'impôt sur le revenu et des charges sociales à payer pour rembourser l'emprunt, en fait. Donc, une économie quand même substantielle. Alors, donc, le prévisionnel de rachat de titres de la société d'exploitation. Donc là, pareil, on a toujours le petit icône, la société La Vie est Belle. Comme tu le disais, Marie, là, on va faire deux prévisionnels. Un prévisionnel pour la cible, pour savoir si la société La Vie est Belle va générer suffisamment de résultats, et un prévisionnel au niveau du dessus, au niveau de la holding. Donc, deux plans de financement, c'est notre première étape. Au niveau du plan de financement de la société La Vie est Belle, on va voir tout simplement si elle a besoin, pendant la durée du prêt de la holding, de renouveler du matériel. Et auquel cas, il faut quand même qu'on puisse continuer à pérenniser l'activité de la société La Vie est Belle. Ici, dans notre cas, on avait déjà des immobilisations existantes, évidemment, et on va rajouter un crédit bail sur un véhicule. Voilà, donc c'est une société de prestation et il n'y a pas beaucoup d'investissement, donc les ordinateurs sont encore en état et donc là on n'a pas beaucoup d'investissement, on a juste un véhicule dont on a besoin lors du rachat de cette société. Le compte de résultat de la société d'exploitation, comme vous le voyez, donc c'est exactement le même tableau qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là il y a bien une case N-1 en fait, parce que la société existait avant. Donc en fait, on va reprendre effectivement le montant du chiffre d'affaires avec l'ensemble des charges. Ce qu'on va voir ici, effectivement, Marie, c'est qu'on va avoir une baisse des charges de personnel au global, tout simplement, qui va être liée avec une hausse aussi des charges externes. On aura un peu décalé la rémunération, on le verra un petit peu ensuite. Et voilà, globalement, on va s'intéresser au résultat. Le résultat est en progression. Est-ce que ça nous permet de remonter un dividende suffisant au niveau de la holding pour qu'elle puisse elle-même rembourser son prêt? On va voir ça juste après. Donc, globalement, ce compte de résultat, il permet quand même à l'entrepreneur de dire, attention, je récupère l'entreprise, il faut que je fasse 496 000 € de chiffre d'affaires en année 3 pour me payer l'emprunt aussi. Et effectivement, on décale la rémunération du dirigeant. La rémunération du dirigeant n'est plus là en 2024, 25, 26. C'est pas qu'il se paye plus. C'est juste qu'en fait, comptablement, il arrive en service extérieur. Vous voyez, les services extérieurs ont plus que doublé. Donc, c'est à cet endroit-là que l'on va positionner la rémunération, indirecte. Donc, capacité d'autofinancement, Julie? Capacité d'autofinancement, même réflexe que tout à l'heure. Sauf que là, effectivement, on voit, il n'y a pas de prêt au niveau de la société d'exploitation. On a fait financer par crédit bail le nouveau véhicule.
on va effectivement avoir notre capacité d'autofinancement qui va être mise en face des dividendes qu'on va distribuer. Dans notre exemple, 55 000 euros. Et notre dernière ligne, l'autofinancement net, évidemment, il faut que ce soit positif, c'est-à-dire que on peut à la fois payer nos salariés, payer l'ensemble de nos charges et remonter le dividende nécessaire au remboursement de la dette. Voilà, donc les dividendes, c'est ce qui va aller après dans la holding pour payer le prêt. Après, il restera un résultat qui permet de laisser un peu de trésorerie et de marge de manœuvre dans l'entreprise. La trésorerie. Alors, la trésorerie, spécificité, on a effectivement toujours notre surveillance quant au solde de trésorerie. Inimaginable de présenter aux financeurs et même pour nous repreneurs d'envisager une société dans laquelle il n'y aurait pas de trésorerie. Et on voit effectivement un gros décaissement ici, qui est les 55 000 qui correspondent à une distribution de dividendes. Voilà, distribution de dividendes qui a lieu 6 mois après la date de clôture. Ensuite, le prévisionnel de rachat de titres de la société holding. Donc là, ce que vous avez vu, c'est le prévisionnel de la société d'exploitation. Puis après, on passe au prévisionnel de la holding, qui est très rapide finalement. Dans la holding, on va avoir le montant des parts rachetées, le montant des titres rachetés. Donc là, c'est 250 000 euros dans notre exemple. Et puis après, dans la holding, on a le prêt bancaire, là que l'on a mis sur 7 ans, avec des annuités de remboursement d'emprunt et puis un différé dans le remboursement d'emprunt. Il y a toujours un peu de frais, évidemment, dans ce type d'opération, mais c'est toujours pour mieux vous accompagner sur la reprise, donc des audits, des garanties. Ensuite, on va avoir donc le compte de résultat de la holding, alors, qui est très facile. Finalement, on va avoir les prestations du dirigeant et la rémunération du dirigeant, et surtout, en fait, les bénéfices de la société d'exploitation qui remontent dans la holding. Donc, vous voyez là les dividendes, la petite flèche rouge qu'on a mis, les 55 000 euros qui sont remontés dans le résultat de la holding. On s'assure évidemment que la holding peut aussi payer tout le monde, payer le dirigeant et payer l'emprunt, très important. Et on va aller regarder la trésorerie. C'est là où en fait l'ingénierie FI est très fine, puisque la temporalité est extrêmement importante lorsqu'on fait un prévisionnel de reprise d'entreprise. On va avoir la remontée du bénéfice dans la holding, mais qui doit bien caler avec les remboursements d'emprunt, avec un écart suffisamment important pour pouvoir rectifier le tir si on a des petits aléas de démarrage d'activité. Effectivement, Marie, et on peut rajouter aussi que dans notre plan de financement, on n'aura pas forcément détaillé le prêt qu'on a globalisé avec un prêt bancaire. N'oublions pas la BPI qui accompagne beaucoup sur la transmission d'entreprise, avec non seulement un cofinancement, mais aussi une caution bancaire qui va vous permettre aussi de sécuriser le financement auprès des banques. Voilà, et c'est important aussi d'avoir un peu d'expérience ou au moins un stage d'immersion dans l'activité que vous souhaitez reprendre. C'est compliqué de reprendre une activité sur laquelle vous ne maîtrisez pas du tout le sujet. Donc un stage d'immersion ou alors un accompagnement du vendeur pendant quelques mois lors de la reprise, ce qui est souvent provisionné dans le compte de résultat toujours pour vous sécuriser, puis pour vous conforter aussi lors de la reprise de votre entreprise. On a été ravis de faire ce webinaire avec vous. Vous le recevrez en replay. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions. On est là pour ça et pour vous aider pour sécuriser votre reprise d'entreprise. Merci bien. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. Au revoir.